Ja, ik ook heel weinig. Non, 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 non. Ça, c'est plutôt Ah ben non, il n'y a rien là. Ja, hij gaat het wel weer Ça jouait. Non, mais il y a pas là. continuer les certificats. Eux, voilà, le peuvent. Ils peuvent ça. Donc du coup, ils apportent vraiment un nouveau souffle économique à la ville de Pont-de-Vaux. Et en plus, comme c'est une communauté qui a un statut vraiment spécial, on les met à contribution pour la sauvegarde de la ville, enfin la protection de la ville en cas d'invasion. Ce sont les Juifs qui sont chargés d'acheter des joubards, qui sont les ancêtres des canons, et qui doivent donner de leur temps pour réparer ces fameux remparts. Voilà, donc il y a deux missions qui leur sont vraiment assignées. Maar Nederlanders zijn ook Joden. En die zijn natuurlijk hartstikke bekend in de handel. Op een gegeven moment zijn die hier naartoe gekomen en hebben een aantal zaken omgezet, waardoor zeg maar Pont-de-Vaux weer in de running mood kwam, in de handelssfeer. Daar zorgen dus elke keer de Joden voor. Die zijn daar zo enorm goed in, dat is gewoon ongekend. Was dat bekend bij iedereen of niet? Dat de Joden zo geweldig goed kunnen handelen, zeg maar. Les Ursulines, c'est un ordre qui est dévolu à l'éducation des jeunes filles, et notamment des enfants, alors au début, des orphelins et des pauvres dans les grandes villes. Donc c'est un ordre qui est né en Italie au XVIe siècle, et c'est par Angèle Merici qui était à l'origine de cet ordre, qui avait fait un pèlerinage en Terre Sainte, et qui, en revenant, a décidé de se consacrer donc à Dieu, et notamment aux enfants, les jeunes filles notamment, dans les grandes villes, donc Milan, etc. Et c'est ce qui explique leur progression. Elles ont envahi l'Europe en un temps absolument record. C'est très compliqué pour elles, enfin bref, un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, elles n'ont pas pu rester. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'elles étaient en prison à Ambronay, et en fait, c'est pas du tout ça. Il y avait une prison vers le port de Pont-de-Vaux. Elles y sont restées quelques mois, et puis finalement, il y a eu des enquêtes, et on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas si méchantes. À Pont-de-Vaux, il n'y a pas eu vraiment d'exaction, hein. C'est une révolution plutôt douce, avec une population raisonnable. Il n'y a pas eu beaucoup d'exactions. Parce que la tour en gros, c'était ça l'idée. Alors c'est un bâtiment qui date du XVIe siècle, et qui, alors je pense personnellement que la tour a été surélevée au moment de l'invasion française. Il y a eu une invasion à Pont-de-Vaux. D'ailleurs là on se rend compte que les remparts n'ont servi à rien du tout, parce que voilà, ils sont quand même arrivés, les Français. Et pendant un petit laps de temps de 24 ans, de 1534 à 1559, donc Pont-de-Vaux a vécu sous domination française. Alors, c'est un accès de communication, c'est très Souze. C'était aussi un lieu de rencontre. Ici, c'est ici que les femmes se rencontraient, enfin l'un des lieux où elles se rencontraient pour battre le linge. Donc c'était des lavoirs, hein, simplement. Ici. Allez, on va aller voir un très 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 beau bâtiment. Tiens, salut Dominique. Ah tiens, salut. Il y a longtemps que ça arrive. Gorvaux, c'est un village qui est juste à côté. Et les seigneurs de Gorvaux étaient des personnages très importants, impliqués à la fois dans la politique locale, mais aussi côté français. Voilà. Et il y a un personnage dont je développe la famille, dont je reparlerai tout à l'heure. Et donc au XVIIIe siècle, la famille de Gorvaux est pratiquement inexistante. Le bâtiment est revendu à un personnage extrêmement intéressant qui s'appelle Léonard Racle, qui était l'architecte de Voltaire à Ferney. Et alors il fait partie vraiment de ce siècle des Lumières. Racle était un personnage qui était donc un architecte, un faïencier, un ingénieur, premier concepteur éthique très proche du marbre, mais qui n'en avait pas du tout le coup. Et en période révolutionnaire où c'était un peu chaotique, c'était très, très intéressant ce genre de procédé. Voilà, et donc on sait que ces ateliers de faïencerie étaient ici et aussi de l'autre côté de la route.
Voilà, donc il y avait une... Maar geen voetbal. Wat zijn velgen? Velgen, dat zijn dus de maaklampen. Die hebben zelf. Alors, on va monter tout en haut, là où il fait très chaud, mais pour voir quelque chose qui est unique en France. Il y en a qu'une, enfin deux, mais l'autre, elle compte pas. Elle est beaucoup moins bien. Maar ook alles erover. De charpente incombustible parce qu'elle n'est pas du tout en bois, elle est en brique. Donc elle a été faite par Léonard Racl à la fin du XVIIIe siècle. C'était sa grande spécialité à Léonard Racl. Et il a probablement été appelé par un personnage qu'à Pont-de-Vaux on connaît bien qui s'appelle Guichelet, Philibert Guichelet, qui était un prêtre, un chanoine, et qui écrivait des fables. Je vous en dirai une tout à l'heure si vous êtes gentil. Et donc, il a, à la demande de Guichelet, fait cette charpente incombustible, puisque Guichelet avait connu l'effroi d'un sinistre, d'un feu qui s'était déclaré chez lui et qui avait dévasté sa maison, sa demeure. Voilà, donc 32 000 briques, hein, c'est ça. Je ne sais plus le poids, où il est mon coiffeur. Vous avez retenu ? 110 000 briques. Ouais, 110 000 briques et 32 tonnes, non, c'est ça ? 33 tonnes, voilà. Donc, c'est pas 32 000, non, c'est 110 000 briques et 33 tonnes. Voilà. Et alors, vous voyez, comme ça, ce sera mieux. Vous voyez que ce qui est quand même étonnant, c'est que les briques, elles sont posées de façon vraiment bizarre, c'est sur le champ. Hein. Et il y a un simple liant, donc ça paraît pas du tout solide. En fait, il n'y a pas de problème. Hein. Donc tout ça a été vérifié par un architecte des bâtiments de France. Et c'est un plan qui reprend les églises romanes, donc en plein cintre. Voilà. Très facile à construire, avec donc comment on appelle ça, un échafaudage en bois. Et après, très rapidement, on assemble les briques avec le liant. Et c'est rapide, c'est économique. Et ça bouge plus. Alors, et oui, nous sommes dans la salle des mariages, hein, n'oublions pas. Voilà, avec notre jeune couple de mariés. Sous le regard de Laurent personnage qui nous étions tout à l'heure avec cette belle cour, c'est lui, Laurent de Gorbeau. Alors, il ne faut pas se fier à son équipement, il n'est pas du tout du XVe siècle. Laurent de Gorbeau est un personnage un petit peu ambivalent, parce que ici c'est une gloire de classe, voilà, de pommes de moisson là, qui nous passe sous les yeux. La visite de la ville, ça se termine ici. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. On va se rafraîchir un petit peu avec du vin tout à fait local, hein, du vin du budget. C'est très bon. La tarte bressane. Moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur un point particulier, sur ces personnages, sur le musée. Ja, inderdaad. Nou, je hebt een beetje gemerkt dat het ook een verrassing was, zeg maar, hoe het zou gaan. Maar dat is al mijn hele leven in Frankrijk. Het is iedere dag weer een verrassing, dus ik vind het wel heel leuk. Ik ga echt zorgen, zeg maar, dat je nog een stuk Nederlands vertaling krijgt, dat je het allemaal eens kunt teruglezen. Maar Michel, zeg maar, heeft ook een hele video gemaakt van het uitstapje. Dus met de vertaling en met de erbij. Le cuisinier étant sorti, l'occasion est favorable, dit le chien en sautant sur la table. Et soudain, il dévore un beau poulet rôti qu'on avait préparé pour le dîner du maître. Puis, feignant de dormir, s'étend sur un coussin. Le cuisinier rentré s'aperçoit du larcin. Oh, maudit chat, scélérat, double traître, voilà, dit-il, un tour de ta façon. Ta réputation depuis longtemps est faite.
Tu périras, méchante bête, ta mort à tes pareils servira de leçon. Il suffit d'un délit dont on vous sait capable, sur la simple apparence, on vous en croit coupable. C'est une rude punition de tous les gens perdus de réputation. C'est ce qu'enseigne cette fable. Ja.